Comme ça, tu fumes, toi? Non, pas vraiment, toi. Moi non plus. Ah ouais, écoute. Non, c'est juste pour le style. Ça marche. Ouais, vraiment. Puis, on a un sujet sérieux, hein. Sujet de Bibo. De Bibo, Yo Bibo, première personne au latin, je bois. Premier Bibo à La Rochelle, celui qui a envoyé ses enfants donc coloniser ici, était le tavernier du port de La Rochelle. Donc moi, quand on rentre dans un sujet comme l'alcool, je deviens bien relax, bien décontracté, je me sens dans mon élément. Puis je vais boire ça comme du petit nectar, du petit cognac, un vin en ballon, là. Parce que je sais que toi, dans ce domaine-là, tu as quelque chose à nous dire. Ben, jasons ça, son père. Juste pour ton info, j'ai rajouté une petite bouteille de Kuiper, de gin à côté. L'autre, la noire, là, j'avais trouvé ça dans les murs de la maison chez nous. C'est vrai? Ouais. Quand on a fait les rénovations chez nous, en dessous du solage, là, quand on a refait le solage, on a creusé, puis on a retrouvé vraiment plein de bouteilles avec du verre assez épais. Puis il y avait là-dedans des bouteilles d'alcool, des vieilles. Puis une du docteur, on sait pas quoi, mais que c'était une bouteille, tu sais, le petit remède miracle. Là. Donc on sait pas si c'était une bouteille d'alcool ou de sirop, mais on aime ça. C'est des beaux artefacts. Fait que, pour partir de nos histoires, oui, ben. Quand j'étais jeune, le voisin d'en face traversait souvent. C'était un monsieur très, très respectable, okay? Un homme droit, un homme d'honneur. Puis, d'ailleurs, la légende voulait que, en fait, il s'est marié avec, appelons-la Thérèse, mais c'était pas Thérèse qui lorgnait au point de départ, c'était Suzanne. Okay. Mais ça donne que la mère de Thérèse avait décidé que first in, first out, elle mariait son aîné en premier, puis elle s'en allait comme ça. T'sais, ils font ça des fois dans les épiceries pour assurer la fraîcheur de la marchandise. Ouais. Même approche. T'sais, elle ne restera pas avec une vieille fille. Celle-là, elle passe ses plus vieilles en premier. Bon. Puis lui, ben, je fais OK. Puis c'était un mariage très heureux. Puis, en tout cas, il traversait chez nous de temps en temps. Puis, jeune, il me parlait des fois je me souviens qu'il m'avait parlé de Shiniki. Il me parlait de Shiniki comme si c'était le diable. Moi, premièrement, que c'est ça, ce nom-là? Shiniki. J'avoue que la première fois que j'ai entendu parler de Shiniki quand je suis arrivé au Kamouraska, d'abord, je pensais qu'on parlait d'un Amérindien ou d'une culture qui nous venait de l'extérieur. Oui, c'est ça. Ben, moi aussi, je me dis que c'est ça. C'est ça. Tu sais, on ne connaît pas de Shiniki dans les alentours. En réalité, c'était un nom basque. Okay. Shiniki, son grand-père avait été un navigateur. C'est le navigateur qui avait été forcé de guider les Anglais dans la voie maritime du Saint-Laurent pour attaquer la gang à Wolfe. Le père de Shiniki était mort. Shiniki était enfant unique. Puis le père de Shiniki était un alcoolique fini. Fait qu'il est disparu. D'ailleurs, tu vas voir, ça a un impact assez majeur dans la vie de Shiniki. Il est mort d'ivrognerie. Il est mort d'ivrognerie, ouais. Fait que ça explique que Shiniki est devenu curé, fait que ça explique pourquoi il n'y a pas eu d'autres Shiniki puis que le nom n'est pas connu. Okay. Fait que, il me parlait de Shiniki, puis il me parlait de Shiniki comme étant un peu le diable en personne, tu sais. Puis moi, à toute fois, je faisais « OK, mais c'est ça ». Puis on a fini par en entendre parler, par aller un peu plus loin. Puis le personnage devient très intéressant. Tu sais, si je te dis, c'est qui l'auteur québécois le plus édité? Le plus édité? Tu vas me dire Michel Tremblay, genre? Ouais, à rigueur, Tremblay. De ce temps-là, Sénécal sentir bien aussi, mais non, je sais pas. Mais non, c'est Shiniki. Puis de très, 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 très loin. Ah, oui. En plusieurs millions d'exemplaires. Je vais vous en reparler par après. Okay. Mais on va repartir du début. Lui, bon, c'est ça. Son père est alcoolique fini. Il a été élevé par son oncle, qui était un riche marchand de Kamouraska, Amab Dion. Ah, Monsieur Dion. Pas n'importe qui, d'accord. Qui a payé pour l'éducation de Shiniki, puis qui a payé pour en faire un curé. D'accord. Fait que c'est ce que Shiniki est devenu. Il s'est brouillé par après avec son oncle. Shiniki avait la réputation d'aimer beaucoup trop les femmes.
Ce qui n'est pas nécessairement compatible avec sa vocation. Non, ça pose un problème technique, je te dirais généralement. Fait que, bon, il a été curé à Beauport. Puis à Beauport, il a construit, d'ailleurs, ça se trouve encore dans l'église de Beauport, une espèce de, je me souviens plus comment il avait appelé ça, une espèce de pylône de la tempérance. Oh. Fait qu'il a lancé les sociétés de tempérance. C'était des sociétés où on s'engageait à ne pas boire d'alcool. C'était un mal courant à l'époque, là, dans nos villages québécois. Ah oui, il y avait un problème. Il y avait vraiment un problème d'alcoolisme majeur. L'hiver était long. Oui, précisément. Puis tu as parlé d'Édouard Cartier tantôt, la Grande Croix-Noire. En fait, c'est Chiniki qui avait lancé le mouvement. Cartier l'a vraiment développé beaucoup aussi. Puis il l'a structuré. OK. Fait que les mouvements de tempérance, en réalité, c'était, bon, je m'engage à être humble, à être austère, à ne pas boire. Tu sais, l'austérité, ça plaisait pas juste à Couillard. Tu sais, il y avait d'autres formes d'austérité. Ça date d'il y a longtemps. Puis ça a eu du bon dans notre société aussi. C'est ce qui a poussé un peu les caisses populaires par après puis qui a influencé. Fait que lui, il a été curé à Beauport, puis il a été invité par l'évêque à venir s'installer à Kamouraska. Au dire de Chiniki, il y avait à Kamouraska même, ils avaient eu l'année précédente 30 naissances illégitimes. Une naissance illégitime, c'est quand une femme déclare à confesse que l'enfant qu'elle vient d'avoir n'est pas l'enfant de son mari. Donc, ce qu'on appelait des bâtards. Des bâtards. Ça commence à faire du bâtard au pied carré. Tu sais, je te dirais que je suis un peu surpris des chiffres. Fait que Chiniki s'est pointé à Kamouraska en redresseur des mœurs. Okay. Tout de suite, les curés des alentours en ont entendu parler, puis ils ont envoyé une missive l'invitant à ne pas lancer de société de tempérance au Kamouraska, que le problème était beaucoup moins intense qu'à Beauport, puis qu'ici, il n'y en avait pas de problème. Ah, parce qu'à Beauport, il y a eu des homélies, des réunions de la tempérance avec vraiment beaucoup de monde. Oui, bien, c'était un talent. Les gens prisaient beaucoup les orateurs. C'était à l'époque où il n'y avait pas de télé, n'importe quoi. Fait que les gens allaient voir des discours politiques ou religieux, puis ils aimaient ça. Puis il y avait, Chiniki avait le talent de tétaniser les foules, si on veut, Fait que, oui, ça marchait, son affaire. Puis déjà, l'Église catholique n'aimait pas trop ça parce que c'était un petit curé qui se prenait un peu pour un évêque. Là. Il y avait déjà un mauvais contrôle sur le personnage. Les curés des alentours ont pris les grands moyens puis ils ont dit « Mon cher Chiniki... » J'ai oublié son nom. Charles. Charles Chiniki. Charles. Mon cher Charles, pourrais-tu nous promettre de ne pas lancer de société de tempérance à Kamouraska? Puis Charles lui répond « Mêlez-vous de vos affaires. » Bon, ça part bien. Rendu l'automne arrivait, puis les marchands de Kamouraska étaient sur le bord de partir en goélette pour Québec, faire l'approvisionnement des denrées qu'ils allaient vendre pendant l'hiver. Ouais. Puis à la messe, Chiniki a invité spécifiquement les marchands comme amis à ne pas ramener de ces poisons damnés à Kamouraska. Donc, il s'adressait probablement à Dionne lui-même, à Chappet, à Taché, à du petit monde, là. Oui. Il attaquait une grosse clique. Puis, en même temps, il a menacé carrément les paroissiens de n'emploi. Ils lui ont interdit formellement d'en boire. Après la messe, les paroissiens sont allés voir les marchands en leur disant « Écoutez, occupez-vous pas de lui, là. OK, on a eu une bonne année, on a eu une bonne récolte, on entend passer un bel hiver. » Fait que ça donne une idée un petit peu de la relation entre les deux. Fait que ça part comme ça. En fait, c'est ce que Chiniki avait décrit dans son livre. Okay. Il lance les sociétés de tempérance et il sort un livre qui, toi, à la maison, je te recommande ce livre. Télécino va vous le présenter un peu plus en détail, je présume. C'était le manuel des sociétés de tempérance. Juste si on s'intéresse au personnage, la préface vaut vraiment le coup. C'est écrit par Serge Bouchard. Ben, quand même. Oui. Je vais te faire la lecture d'une section. Souvent, ma blonde va dire, parce que je fais la lecture quand je guide Place aux jeunes, je lis cette section-là. Oui. Elle dit, tu ne liras pas ça quand même? Oui, je vais vous le lire. Puis là, je vais vous le lire à la télé. Là, allô, Béatrice? Attention, Béatrice. Bon, attention. Et pour que ton sang ne s'arrête pas, glacé par la terreur et la mort, signe encore ton front de la croix du Christ. Écoute, et tu entendras une voix plaintive sortant comme des entrailles de la terre. Et cette voix dira « Maudite boisson,
Tu as causé tous mes malheurs. Maudite boisson! Tu m'as rendu mauvais fils, mauvais père, mauvais époux, mauvais citoyen, mauvais chrétien. Maudite boisson! Tu as répandu le deuil, la désolation, l'opprobre sur ma femme, mes enfants, ma paroisse. Tu m'as perdu. Qu'elle soit à jamais maudite sur la terre comme elle l'est dans les enfers, la boisson qui m'a fait tomber ivre aux pieds de mon terrible et souverain juge. Wow. J'adore ça. Quand même, c'est puissant, là. Le livre est de même à la grandeur. C'est bourré d'exemples, tous très réalistes. Un bateau, une goélette perdue en mer. Attends, je vais ressortir ma pub pour l'événement. Une goélette perdue en mer, puis le curé se rend compte que... Pas le curé, voyons, parce que le capitaine se rend compte que c'est désespéré. Donc là, il va voir son équipage, puis il dit, bon, ben là, les boys, on est dans la merde, tu sais. Puis, on avait prêté le serment de tempérance, mais tant qu'à mourir, mieux vaut peut-être se donner un petit réconfort. Fait qu'il disait qu'il avait gardé une bouteille dans sa cabine et que ceux qui voulaient qu'il l'accompagnent. Là, l'équipage s'est scindé en deux. Tu avais ceux qui ont décidé de, ouais, ben, tant pis, qui ont renoncé à la tempérance et qui ont suivi le capitaine dans sa cabine pour prendre une dernière ponce avant de trépasser. Puis, tu as ceux qui ont fait, non, je suis tempérant et je mourrai tempérant. OK, il y en a qui ont été jusqu'au bout, là. Ouais. Bien, peux-tu croire que le bateau s'est cassé en deux? Allons. Puis que la cabine du capitaine a coulé sec, l'autre a dérivé, puis les marins qui étaient censés être perdus ont survécu. Maudite boisson! Ce livre-là est de même à grandeur. J'adore ça. Wow. Tu sais, fait qu'il attaque sur à peu près tous les plans pour justement faire peur aux gens, pour lui montrer que... mais vraiment tous les plans. Fait que c'est vraiment impressionnant, ce truc-là. Mais je vais t'en poser une petite. Toi qui connais si bien l'histoire de Saint-André, penses-tu que Chiniki a eu assez d'influence pour convaincre Desjardins d'interdire la boisson à Saint-André? C'est pas tout à fait la même époque. Chiniki était déjà rendu aux États-Unis à l'époque. OK, on est à deux bouts, mais c'est pas son influence qui a mené à ça. Non, mais les sociétés de tempérance, oui. On va se rendre là. On va se rendre là. Patience. Je suis énervé. Fait que c'est ça, il a fondé les sociétés de tempérance. Moi, ça m'a toujours bien achalé, OK, de me demander qu'est-ce qu'il faisait dans ces sociétés de tempérance-là. Je veux dire, OK, tu as juré de pas boire, mais quand tu tapes une réunion de la société, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? On en est venu à la conclusion qu'il versait un verre de brandy au centre de la pièce, puis qu'il le laissait là en disant « On y touche pas, là. On y touche pas. On y touche pas. » Tu sais, ça finit là. C'est à peu près ce que La tentation. La tentation, oui, il se testait. Chiniki s'est très rapidement mis bien du monde à dos, puis a décidé de... Il a été envoyé en mission, je crois, dans le bout de Chicago. Ça, c'est pas précis. Puis il a lâché l'Église catholique. L'Église catholique l'a excommunié. OK. Il est devenu presbytérien. Les presbytériens l'ont largué, puis il a fondé sa propre église. Il avait sa propre communauté. Oui. Qui était au début formé d'anciens francophones, mais je pense qu'il y avait un peu de tout dans ce coin-là. Le personnage est vraiment intéressant parce que son livre, qui a été le plus édité, c'est celui-là. Regarde ça à la maison, qui s'appelle « 50 ans dans l'Église de Rome. La conversion d'un prêtre par Charles Chiniki ». C'est là-dedans qu'il attaque l'Église de Rome sous à peu près tous les angles. Mais toutes les histoires de théorie du complot, Da Vinci Code, que le Vatican en sait plus, le Vatican a commandé des trucs, ça vient de Chiniki. Okay. Fait que ce livre-là a été... Chiniki lui-même a été comme un peu effacé de l'histoire, on va en reparler par après. Ben oui. Mais ailleurs, surtout aux États-Unis, dans les communautés très évangélistes, pentecôtistes, le gaillard est encore lu. Il y a même une version en bande dessinée de ce livre-là. Il s'est rapidement fait beaucoup d'ennemis, fait que il a fallu qu'il se prenne un avocat. Il en a trouvé un petit jeune plein d'avenir, du nom de Abraham Lincoln. Lincoln. Le Abraham Lincoln, là, Abe, pour les intimes. Bon. Donc, dans sa première carrière, il a été avocat. Oui. Ben, c'est souvent un chemin normal pour devenir sénateur, président. Puis Chiniki était convaincu que c'était l'Église catholique qui avait commandé l'assassinat de Lincoln. Fait que ça voulait... Oui, toutes les théories du complot, tout ce qu'on entend, ça part de là. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, l'Église l'a comme un peu effacé. Tu sais, on rapporte que... Je vais vous faire la lecture un petit peu plus précisément.
Vous voyez, juste dans la monographie sur l'histoire de Kamouraska, publiée en 1948, l'auteur marque, en 1846, l'abbé Chiniki quittait le diocèse de Québec. Dès lors, son histoire n'est plus liée à celle de Kamouraska. Tout de suite, Kamouraska cherchait à se distancer du personnage. Tous les anciens savent que Chiniki s'est égaré. Puis ensuite, l'auteur cite le pape Pie XI. Les faiblesses de quelques indignes, si déplorables et douloureuses qu'elles soient, ne peuvent obscurcir la splendeur d'une si haute dignité d'être prêtre. Elles ne doivent pas faire oublier les mérites de tant de prêtres. OK, mais fait qu'il a dérangé, là. Il a fait jaser jusque dans le Vatican, là. Oui. Ensuite, il y a l'abbé Chiniki ajoute aussi « N'oublions jamais cette sage doctrine. Elle nous aidera à trouver encore plus digne de notre admiration et de notre gratitude tous les autres pasteurs de Kamouraska. » Fait qu'il a été victime un peu, je ne sais pas si tu as vu 1984, le roman. George Orwell. Il a été victime d'un non-être au Québec. L'Église l'a juste effacé. On n'en a plus parlé. Fait que, à partir de là, le personnage était devenu un peu un tabou, un peu un démon, le bonhomme 7 heures, un peu dans le même genre, duquel on ne parlait pas. Mais ailleurs, ses écrits faisaient trembler le monde. Là. OK. Fait qu'on va laisser un petit peu le personnage. Mais tout ça, Chiniki. Puis à côté, on avait un autre curé qui était, on va dire, en ascension à Saint-Denis. Édouard Cartier. Édouard Cartier, qui est arrivé comme juste après et dans la prolongation un peu de. Oui, Cartier va être décrit comme le deuxième apôtre de la tempérance. Celui qui va amener la structure au mouvement, qui va créer les règles, puis tout. Fait que c'est un peu, la région a eu un gros impact au niveau de la tempérance. À peu près toutes les paroisses, façon de dire, les municipalités du Kamouraska, avaient interdit l'alcool. Pratiquement tous, oui. Pratiquement tous, sauf un village incroyable, irréductible, Saint-André de Kamouraska. Fait que pendant longtemps, Saint-André était même devenu le repère des ivrognes d'ailleurs. Mon cher téléspectateur, Télésino va vous présenter une photo du calvaire de Saint-Germain. Le calvaire, c'est plus qu'une croix de chemin. En réalité, c'est un monument qui a été placé là parce qu'ils ont trouvé un homme sous-mort là en hiver qui s'est endormi là puis qui a gelé. On est au croisement de la 132 et de la route qui mène à Saint-Germain. Oui, monsieur. OK. Précisément. Fait qu'ils ont installé ça là, puis à l'époque, ils avaient accusé les Andréens, les habitants de Saint-André, d'être carrément des assassins, d'avoir vendu cette boisson enivrante à cette pauvre victime de la toxicomanie. Donc, il revenait de Saint-André. Oui. Oui, carrément. Il revenait en titubant. Il a peut-être trop titubé. Un petit power nap dans le banc de neige. Puis ça a donné aussi des résultats un peu surréels parce que Sainte-Hélène, la prohibition s'est toujours faite un peu de façon municipale. Oui. Puis Sainte-Hélène, plutôt que de... ils ont interdit l'alcool, mais quelqu'un a voulu quand même fonder un bar à Sainte-Hélène. Fait qu'il l'a fondé sur la pointe de terre de Saint-André, le plus proche possible de Sainte-Hélène. OK. Je m'en sais où tu t'en vas. Oui, ce qui se trouve être quand même facilement à peu près 2 minutes en auto à partir de Sainte-Hélène, qui s'appelle le bar Le Roquefort. Le Roquefort. Qui est à peu près nulle part, dans le milieu d'un rang, mais il se trouve à être un commerce de Saint-André. Il est aussi près de Sainte-Hélène que de Saint-Germain, que de Saint-André, que de Saint-Joseph et même quasiment de Saint-Alexandre. Il est vraiment au cœur de... Oui. Fait que le Roquefort est là pour contourner cette loi-là d'époque. Le problème, c'est continuer parce que au 20e siècle... Mais attends, le Roquefort, maintenant, il est à Sainte-Hélène? Non, il reste à Saint-André. Il est sur une pointe de terre de Saint-André. Okay. Ouais, c'en est ridicule. C'est vraiment un appendice. D'accord. J'en perds des bouts, Alex. J'en perds des bouts. Bon, je viens de le dérouter avec ça, cette question-là. Saint-André, vers le début du 20e siècle, le propriétaire des usines, Charles-Alfred Roy dit Desjardins, oui. Qui était un riche industriel, pas juste du Kamouraska, mais du Québec, a voulu lui aussi faire interdire l'alcool à Saint-André. Il demandait 2 choses assez simples, finalement. La prohibition de l'alcool à Saint-André, puis pour lui, c'était un problème. Il y avait un problème d'alcoolisme dans l'industrie, carrément. Puis même lui imposait des lois très sévères à ses ouvriers. Là. Okay. C'est pas juste au travail, c'est en dehors du travail que tu bois pas.
t'sais. Puis comme il employait la majorité de la population... Ouais, mais il y avait un contrôle assez relatif sur tout ça. C'est ça. Puis la deuxième chose qu'il voulait, c'était des trottoirs. Il voulait poser... Ben ouais, ça sonne à ça sonne. Ouh, j'ai vu des trottoirs. Le folichon. Oui, folichon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les routes n'étaient pas pavées. Non. Le moyen de transport principal était le cheval, qui semait un petit peu partout des pommes de route. Avec l'eau, la boue, ça te fait une surface un peu... Fait que le trottoir surélevé en bois... était une nécessité si on voulait pas marcher dans la crasse, carrément. Fait que ça n'a pas passé. Les gens des rangs ont bloqué les gens qui restaient pas dans le village ont bloqué le projet. Puis Desjardins a fait ni une ni deux et incité la séparation de la municipalité... De la paroisse? De la paroisse et du village. OK. Fait qu'il y a eu la fondation d'Andréville. Bon, lui, il regardait Victoriaville, Drummondville. Je dis, bon, on fait pareil, Andréville, tu sais. Puis c'est comme ça qu'il y a eu la prohibition de l'alcool à Andréville et la construction de ces trottoirs. Puis l'autre municipalité s'appelait Saint-André-Paroisse. OK. C'est resté de même jusqu'en 1988. En 88, ils ont refusionné les deux, puis c'est redevenu Saint-André. Mais moi, finalement, quand j'étais jeune, à l'école, j'étais à l'école centrale d'Andréville. D'Andréville, OK. C'était du sérieux. Mais ce qui était bizarre avec cette histoire-là, c'est que dans les années 70, fin 70, ils ont décidé de numéroter les maisons. Avant ça, il n'y avait pas de numéro de porte. Fait que tu donnais, bon, ben Alex Bibeau, tel rang, Mont-Carmel. Ça se rendait, tu sais. Fait qu'ils ont décidé de renuméroter les maisons, puis il ne les a pas passé par la tête qu'un jour, les deux municipalités allaient être fusionnées. Puis on ne lui a pas passé non plus par la tête de vouloir harmoniser les systèmes de numérotation. Ce qui donne des résultats un peu surréels où tu as, en franchissant une limite que les gens ne savent même pas c'est où, tu passes d'un système de numérotation à l'autre. Et donc d'un chiffre à un autre qui n'a absolument aucun lien. Oui, oui, oui. Souvent, la police, quand j'étais jeune, débarquait chez nous en me disant « C'est-tu toi un tel? » Non, lui, c'est 20 minutes par là. J'exagère, 20 minutes, là, c'était à peu près 5 minutes par là. Mais c'était ça qui se passait. Puis ça n'a jamais été refusionné, le système. Fait que maintenant, j'ai souvent des touristes, l'été, tu te promènes à Saint-André, puis tu as un touriste qui cherche un numéro de porte, puis qui me dit « Je cherche le 196 ». Puis là, il arrive, puis il y a le 194, 198, il ne trouve pas le 196. Mais le 196 existe dans l'autre système de numérotation. Fait que tu lui dis « Oui, continue par là, vous allez tomber dans les autres numéros, suivez les autres numéros ». Puis là, je peux pas m'en empêcher. T'sais, je lui dis « Ça, là, c'est une histoire d'alcool. » Maudite boisson! Maudite boisson, t'as fourré notre numérotation! Fait que, à partir de là, souvent les touristes me regardent avec un petit sourire en coin en disant « Hey, je viens d'en pogner un bizarre, là. » J'ai jamais le temps de continuer mon histoire pour les expliquer pourquoi. Ils partent avant, ils sont OK, Ouais, donc je m'en vais de là. Sauf, c'est ça. Là, on vient de tremper dans l'interdiction de boire plus que pas assez. Mais il faut savoir, la vie, c'est une question d'équilibre. D'accord avec ça. Si on a dû se rendre à cet extrême de prohibition, c'est parce que chaque bord de la prohibition, avant et après, on a versé dans l'alcool. Trop, peut-être. Tout à fait. Ben, c'est à cause... Il y a eu l'époque de la prohibition, mais avant ça, il faut savoir des cabanes à sucre. Hein, au Québec, il y en a beaucoup. C'est quoi le principe d'une cabane à sucre? À part les billes, là, je te dirais. Oui, à part le côté gustatif, il y a de faire évaporer l'eau d'érable pour en soutirer le sucre. Un alambic, ça fonctionne comment? Ben, je te dirais que ça fait évaporer. Je te vois venir. C'est hein? pas mal de faire évaporer et séparer les matières à travers la vapeur pour en récolter l'alcool. Donc, potentiellement, à peu près tous les érablières, peut-être que même celle de Pépette servait à ça, pouvaient servir éventuellement à distiller de l'alcool. Et c'était pas rare à une certaine époque, justement, que les cabanes à sucre prenaient en feu l'été. C'est pas parce qu'ils étaient en train de bouillir, là. Ils étaient en retard. Ou ça a coulé Ils longtemps. étaient en retard. Par contre, ça a peut-être permis à un moment à notre région de produire beaucoup d'alcool alors que les États-Unis étaient sous prohibition. Après le Québec, ça a été les États-Unis. Et le lac de l'Est et bien d'autres lieux, les bootleggers, on en entend parler dans d'autres régions, ont servi de lieu de passe pour faire transiter de l'alcool vers nos voisins du Sud. Puis là, il y avait plein de stratégies utilisées, puis une, entre autres, était d'aller en bateau le jour larguer des caisses d'alcool dans le lac de l'Est,
Puis là, de nuit, il y a des gens qui passaient par les États-Unis, sur la pointe du lac de l'Est qui est aux États-Unis, donc le lac est coupé par la frontière. Puis, en plongeant, ils allaient chercher les cargaisons ou, avec des grappins en bateau, ils raclaient le fond du lac pour ramasser les caisses de nuit. Fait que, en quelque part, notre lac de l'Est était un lieu de passe d'alcool. Mais j'avais entendu un peu la même histoire avec l'île du Poil-Eau-de-Vie. C'est que... Le Brandy Pot. Ouais, une grosse partie du trafic partait de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. C'était les années de gloire. Eux autres, ils ont fait fortune. Là. Ils doivent s'ennuyer de ça. Puis l'alcool transitait. L'île du Poil-Eau-de-Vie, c'est une île qui est au large des Pèlerins à Saint-André. Puis si elle a gardé ce nom-là, c'est vraiment pour une question de trafic d'alcool. Ouais. Puis les gens... La même chose, ce que j'entendais, c'est qu'ils larguaient la cargaison, puis les pêcheurs la ramassaient. Puis il y avait même aussi l'histoire de ce qui s'appelait l'alcool électoral, là. C'est que... Ben, un vote, c'était pas mal une pinte. Paye-moi une pinte, je vais virer bleu, ou paye-moi en deux, je vais rouge. C'est ça, précisément, ouais. C'est bon. C'était carrément ça. Puis c'est pratique parce que dans les villages, là, je pense entre autres à Kamouraska ou à Saint-Pacôme, des débits de boissons, il y en avait plusieurs. Il n'y avait pas juste une taverne dans un village. On dit que dans le faubourg Amelas, entre autres, hein, ça c'est l'ancien nom du quartier ouvrier de Saint-Pacôme, il y a déjà eu 4 débits de boissons en même temps là. Comme à Kamouraska, on avait une population de travailleurs navals, du monde qui travaillait ses bateaux l'été. Mais ce monde-là, quand il revenait l'hiver, là, ça avait le goût de prendre une chope et de se raconter les histoires de haute mer, puis le coup de bouteille puis coup de couteau. Là. Fait que des débits de boissons dans notre région, il y en a eu beaucoup. Et ça a permis probablement d'alimenter les États-Unis pendant qu'eux autres étaient sous prohibition. Fait que, tu sais, le retour du balancier, là. Oui, ça a joué de même. Un peu aussi, ce qu'on entend souvent, Saint-Denis. Saint-Denis, c'est assez drôle parce qu'ils ont... Le nom original était Saint-Denis de la Bouteillerie, mais ils ont souvent valsé. Un bout de temps qu'ils se sont appelés Saint-Denis tout court, après Saint-Denis de Kamouraska, après Saint-Denis de la Bouteillerie. Puis même qu'une fois, ils ont pensé avoir changé de nom, puis le changement de nom était déjà fait, ils en avaient raté un quelque part. Fait que, ils ont branlé dans le manche, mais souvent, les gens entendent bouteillerie, puis ils pensent qu'il y avait une fabrique de bouteilles à Kamouraska, mais en réalité, c'était... Tu dois le savoir, ça. C'était le surnom du seigneur de la place, que son père était seigneur d'une seigneurie, d'un fief. On s'arrange pour être pas trop précis, OK? En Normandie, puis la seigneurie s'appelait la seigneurie de la Bouteillerie. Ben Fait que les noms ont collé, puis ils ont appelé ça la bouteillerie ici. OK. Ouais, c'est un peu... Ben écoute, ça en fait des histoires d'alcool, puis ben on va aller se prendre une petite pinte là-dessus, je pense.